Messieurs, dames, bienvenue à toutes et à tous dans mon flop film 2025 qui va sortir, je pense, en février 2026. Tellement j'ai été abattu par la maladie, je vous en ai déjà parlé dans le top. Mais alors j'ai le fin mot de l'histoire, parce que le top je l'ai envoyé à un moment où j'étais encore malade. J'ai dû couper tous les moments où je toussais, où je me tenais la côte là parce que j'avais trop mal, je comprenais pas ce que j'avais. En fait, j'ai eu une méga grippe de 2 semaines, j'ai cru crever. Les antibiotiques, j'ai été résistant, ils n'ont pas marché. Mon corps il a fait non, et du coup en fait j'ai tellement toussé que j'ai chopé une bronchite et que j'ai tellement toussé tellement fort que je me suis fêlé une côte, messieurs dames, voilà. Et donc mon poumon infecté quand je toussais, qui appuyait sur ma côte fêlée, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un couteau, voilà, dans le côté. C'était absolument de la torture, mais c'est bon, j'ai pris d'autres antibiotiques qui ont bien marché. Du coup, là, juste mal à ma côte, mais c'est seulement si je fais certains mouvements ou quoi. Voilà, ça c'est 2 à 3 semaines de courage et bonne chance, je n'ai rien à faire. En tout cas, j'ai survécu à la maladie. Je vois bien que le destin a voulu m'empêcher de faire mon flop film 2025, les pires merdes que j'ai vu cette année, et je ne sais pas comment je m'en sors chaque année, mais je mets quand même le nez dans des trucs absolument terribles. Et donc sans plus attendre, parce que c'est une vidéo de la haine dans laquelle je m'emporte souvent régulièrement dans des diatribes absolument déchaînées qui durent des heures, nous allons commencer, messieurs dames, par les séries de merde que j'ai vues cette année. Mais il y en a quelques-unes. Commençons en beauté, messieurs dames, par le final de Stranger Things. Oh là là. Oh là là. Raté. C'est raté, c'est pas bien. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est dommage, le final, cette saison 5 est mal écrite, elle gâche la série. J'ai regardé de nouveau la série parce qu'il y avait plein de trucs dans ma tête qui étaient pas clairs. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait l'intégralité de la série est absolument mal écrite. Il y a des plot holes de partout. On développe des choses auxquelles on donne absolument pas de réponse. Chaque saison, ils amènent un nouveau personnage qui va crever, essayer de faire chialer les gens. La saison 2, c'est le copain de Joyce. La saison 3, je spoil, hein, voilà, vous avez qu'à regarder. La saison 3, c'est le frère de Max. La saison 4, c'est le russe. Et puis c'est Eddie. Chaque fois il y a un nouveau personnage qui arrive pour se faire flinguer. Dans la saison 5 et ben c'est 12 voilà qui sont ramenés derrière les fagots. Bon allez, toi tu meurs, comme ça évite qu'on fasse tuer trop de personnages. Le problème c'est que comme c'est mal écrit et que les personnages ne sont pas bien développés, on se retrouve avec une pléthore de personnages à la fin à qui on doit donner des fins d'arc narratif concluantes, et c'est absolument impossible, ou en tout cas c'est extrêmement mal géré. Et donc même si j'ai bien aimé la saison 1 et la saison 4, je trouve que Stranger Things dans son ensemble c'est une série vraiment pas terrible, et je trouve que cette saison 5, qui aurait pu quand même être un beau final, une belle manière de boucler la chose, ça finit de manière absolument catastrophique. C'est hyper mal écrit, on tombe toujours dans les mêmes tropes. Il y a un personnage qui va dire une connerie, l'autre va faire attends, t'as dit quoi? Ah bah oui, ça me fait penser à une recette de ma grand-mère qui en fait, si on la combine à ça, cette idée farfelue va permettre de vaincre le grand méchant, voilà. Et t'as ça 2 fois, 3 fois, voilà, des dialogues surexplicatifs de ce qu'ils vont faire. Ils passent la moitié de la série à expliquer ce qu'ils vont faire, ce que tu vas voir juste après, c'est absolument insupportable. Il y a des personnages qui disparaissent mais comme ça de l'intrigue. Tu te dis mais ça vient d'où? Tout ça commençait mal écrit. Et ils arrêtent pas de rajouter de nouveaux personnages, et vous avez déjà pas la place de développer les anciens. Holly elle est sympa, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, mais il y a déjà tellement d'autres personnages qui disparaissent mais comme ça de l'intrigue. Dans le final, il y a des gens tu ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Le russe là, le complotiste, tu sais pas ce qu'il est devenu. La petite rousse qui était la copine comment, la fille de Emma Thurman, j'ai oublié son nom, tu ne sais pas ce qu'elle est devenue. L'ancien scientifique qui était un peu protecteur d'Eleven, tu ne sais pas ce qu'il est devenu. Il n'y a aucun risque qui est pris, aucune tension dramatique. On est vraiment sur un scénario de style Donjons et Dragons bébête quoi, grand méchant à la fin, grand monstre, on arrive, on le tape, boum, ça y est, tu es mort, on a gagné. Je me disais ah mais en fait, il y a un grand complot derrière le Mind Flayer, avec non, ils sont juste très très méchants. Et alors là, le fou rire, messieurs dames, le fou rire. La série est tellement mal écrite, les gens étaient tellement dans le déni qu'il y a eu des théories mais de malade mental sur internet, comme quoi il y avait un épisode caché, que tout ce qu'on nous montrait en fait, eh ben c'était Vecna qui essayait de nous retourner l'esprit et qu'on n'avait pas vu la vraie fin. Tellement les gens ils étaient dans le déni, tellement c'était pas bien et pas bien écrit quoi. Et les gens ont développé mais des théories mais de fou, en mode c'est Kali la grande méchante et tout ça c'est une illusion, et en fait, mais je saurais même plus vous expliquer. Il y a des heures de vidéos de TikTok qui attendaient, ils disaient oui regarde il y a les preuves comme quoi dans 3 jours il y a le vrai épisode, le vrai ending de Stranger Things qui va sortir. Le fameux jour où l'épisode fantôme devait sortir, où il est pas sorti, mais la gueule des gens qui avaient fait toutes ces théories là, qui se sont rendus compte que leur série adorée c'était juste une série mal écrite, c'était de la merde, voilà. Déni, le déni, alors que cette série est
mal écrite depuis le début. Ils ont sorti un documentaire sur saison 5. C'est un aveu d'échec, mais sidérant. Ils tournaient des éléments de la saison 5 sans avoir le scénario complet le jour J. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. Les frères Duffer, ils ont eu des enfants. Plus autant de temps à consacrer à la série, plutôt que de déléguer ou de donner ça à des vrais scénaristes qui auraient fait ça bien, et ben ils ont fait un truc de briques et de broc qui est hyper mal écrit. Ils filment des réunions avec les autres scénaristes, où les scénaristes disent putain ça va quand même paraître chelou s'il n'y a pas de démo Gorgon là dans le Upside Down, Upside Up là, je sais plus ce que c'est là, le retour de... Bon, ah le documentaire il est implacable, on achève bien les chevaux, hein. Franchement c'est... Mais je sais pas pourquoi ils l'ont sorti quoi, je me dis mais c'est tellement à charge ce truc, c'est tellement terrible de voir à quel point ils maîtrisaient plus rien à la fin quoi. Il y avait plus de budget, plus de choses à développer, mais en vrai ils ont fait n'importe quoi, ils ont pas pris le temps de bien écrire une saison 5. Tout l'espace que prend l'arc narratif des enfants, mais c'est calamiteux à quel point t'aurais pu développer tous les autres personnages, et donc t'arrives à un final qui est complètement délirant quoi, où en fait ils ont tué plein de militaires, ben les gars tant pis quoi, ouais allez reprenez votre vie. Ah puis le mec a disparu pendant 4 ans, il peut redevenir shérif, bon il a tué plein de militaires aussi, mais écoutez-moi bien, la dernière demi-heure est absolument superbe. Cet épilogue est très très beau. Je trouve que c'est limite cette dernière demi-heure ce qu'a fait de mieux Stranger Things sur 5 saisons. De voir que la boucle est bouclée, cette dernière scène dans le basement avec cette très belle idée de fin comme quoi il pourrait éventuellement s'être passé ça, je ne vais pas spoiler, et on décide d'y croire même si ça paraît complètement irréaliste. Là il y a cette espèce de flou artistique et qui est très beau, qui est de l'ordre du ben moi je veux croire à une bonne fin, c'est un libre à chacun, et il y a cette très belle fin où il remonte les escaliers, il voit que la relève est prise par les plus jeunes et il ferme la porte. J'ai ressenti, et j'en ai discuté avec mes copains, les mêmes sensations que je vis après une grande campagne de jeu de rôle. Cette espèce de truc de dire, ça y est, c'est une page qui se tourne, en te retournant tu vois tout le chemin qui a été parcouru et c'est très beau, et ça qui est fou quoi, c'est qu'il a fallu attendre 5 saisons donc on a un beau truc. Est-ce que ça mérite de regarder Stranger Things pour arriver jusqu'à cette fin? Oui, je pense que c'est quand même une série pop culture qui a marqué quoi, et c'est quand même intéressant de la regarder. Il faut passer à travers le supplice du fait que ce soit pas bien écrit quoi. Là j'ai passé 1 heure Stranger Things, ça va durer combien de temps cette putain de vidéo? Bon heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'autres séries dont je dois parler. La deuxième série cataclysmique, mais on va aller très vite, c'est que j'ai continué quand même, étant un peu passionné de Medieval Fantastic, à regarder La Roue du Temps. J'avais détesté la saison 1, la saison 2 j'ai fait oh, c'est pas mal quand même, il y a plus d'enjeux moraux et des trucs un peu durs, et j'ai commencé à regarder la saison 3, je fais mais c'est bien en fait. Annulé. Allez, so longue La Roue du Temps, annulé. Je termine la saison 3, je crois que c'est 2 jours après une vidéo annule La Roue du Temps, en fait ça nous intéresse plus. Merde. Alors que ça commence à devenir bien. Ah, c'est so long La Roue du Temps. A plus. Oh oui putain, alors j'ai remis les yeux sur l'enfer sur terre messieurs dames. Oh là là, la série cauchemar Alien Earth, mais il faut le voir pour le croire. J'étais hyper enthousiaste l'année d'avant parce que c'était le showrunner de Fargo, mais c'est cauchemardesque tellement c'est ridicule quoi. Là c'est vraiment, tu dis ah ouais, c'est Alien qui a été racheté par Disney quoi. Dans la désacralisation de l'alien, je pense qu'on a franchi un nouveau cap quoi. Déjà ce pitch de base me faisait très très peur de les aliens sur Terre. Ouh là 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 là, ça me faisait vraiment flipper. Mais là on atteint des niveaux de ridicule. Il n'y avait pas un épisode, je me frappais pas la tête contre le sol tellement j'hallucinais de ce que je voyais quoi. Déjà on a une galerie de personnages qui sont en fait des enfants dont l'esprit est transféré dans des corps d'adultes, et du coup tu as des acteurs adultes qui jouent avec des mots d'enfants et des réactions d'enfants, mais ils le font tellement pas bien. C'est un truc de fou comme ils font pitié quoi. C'est vraiment, ça me fait de la peine. Je vois vraiment l'adulte qui essaie de faire semblant d'être un enfant. Comment c'est nul. Il y a juste, et je trouve c'est elle qui sauve la série, c'est le seul point fort de la série, l'actrice principale. Je trouve qu'il y a un charisme de fou, mais ils vont faire des trucs à la fin, genre ça devient la maman des aliens des xénomorphes. Oh, c'est quoi ça? C'est un truc de fou. Elle commence à apprendre et à parler la langue xénomorphe. Tout le principe d'un xénomorphe, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, et l'épouvante d'un xénomorphe vient du fait qu'on ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Si tu commences à dire oui il a une langue, tu peux lui parler, tu peux le dompter, mais j'ai envie de me tabasser les boules quand je vois un truc comme ça. C'est de la souffrance à l'état pur. Comme maintenant c'est Disney qui a chopé ça, et ce plan est réel. Il y a un plan où on voit la tête de l'actrice et on voit Sid de l'âge de glace, et je me dis mais je suis où là? Je suis où? C'est quoi là ce crossover Disney? C'est Wendy et c'est les enfants, c'est Peter Pan, tout ça. Là c'est un parallèle un peu plus subtil que je peux accepter, mais l'âge de glace dans l'Alien, je sors de mes gonds et je n'en suis qu'à 3 séries. Ah c'était ouf, fallait s'accrocher devant Alieners. Les personnages, tous les personnages, chaque épisode ont des réactions mais de connards débiles, de pur
gogoles. Ces enfants-là, ils leur donnent des responsabilités, mais de malades. Ils doivent s'occuper d'aliens, de monstres du futur, là, que je trouve tous absolument débiles, nuls, dégueulasses, inintéressants. Même le petit œil, là, où tout le monde trouve ça cool, l'œil qui prend la place, je le trouve moche. Toutes ces pupilles qui font hyper fake, je le trouve dégueulasse. J'ai mal aux côtes, putain, c'est trop gueulé. Voilà, je vais avoir mal aux côtes parce que je gueule trop. Mais alors, la scène où il doit nourrir, là, les grenouilles mouches mutantes. Il ouvre la porte, il fait « Ouh, j'arrive !» avec son plateau, il tient la porte avec son pied. Et niveau sécurité, mais c'est débilos. Oups, il fait tomber son plat, il se retrouve coincé avec les extraterrestres. Mais tu te dis, mais what the fuck. Et genre, la sécurité dans ce genre d'univers, c'est une porte. Voilà, il y a une porte, voilà. Ah, mais c'est tellement débile, Alien Earth. Mais débile. Les personnages sont tellement mal développés. À la fin, ils reprennent le dessus parce qu'ils arrivent à dompter les aliens, ils ont renversé le méchant, mais flinguez-moi. Et je sais que je suis un gros pigeon et que j'adore Alien parce que notamment le JDR Alien, le jeu de rôle est absolument incroyable. Au niveau du lore, ils ont proposé plein de nouvelles choses sur le développement de l'univers, c'est passionnant. Et là, je vois cette merde là. Cette merde. Allez regarder notre adaptation de Alien le Destructeur des Mondes, chef-d'œuvre de scénario, chef-d'œuvre de jeu de rôle, Alien le Destructeur des Mondes. Je vous mets la petite feuille là. Vous allez pouvoir cliquer et voir cette masterclass. Mais excusez-moi, j'ai fait un jeu de rôle avec zéro moyen, aucune production. Je mets une race à Alien Earth. Mais alors, je la tabasse cette série. Là, on a tourné dans une cave. Voilà, avec des costumes que j'ai payés de ma poche. C'est tellement 1000 fois mieux que Alien Earth. C'est un cauchemar cette série. C'est un cauchemar. C'est la mort d'Alien. Tout ce que touche Disney, ça crève, c'est un truc de fou, non? So long, Alien. Bon, avant d'aller dans le top 10, je vais vous parler très rapidement des films que j'ai pas aimés, sans aller trop en profondeur dessus. J'ai vu Maria, qui a été faite par la réalisatrice qui avait déjà fait Jackie, sur Maria Callas. C'est aussi ennuyeux que Jackie, voilà. Tu suis des femmes qui s'ennuient, et c'est tout à fait ennuyeux dans leur vie, voilà. Il y a très peu de direction artistique intéressante, de réalisation, ça m'a ennuyé à en crever. Je n'en ai déjà aucun souvenir de ce film, Electric State. Tellement médiocre et mauvais qu'il mérite même pas d'aller dans le top 10. C'est adapté de romans, je crois, ou d'un jeu de rôle, je sais plus. En tout cas, d'un artiste. Oui, c'est un super artiste qui avait fait justement l'illustration de Tales from the Loop. Et il avait fait The Electric State, ils ont adapté de ça. C'est un cauchemar. Chris Pratt, je le hais, c'est l'acteur que je déteste le plus à Hollywood. Captain America. Voilà, chaque année, son Marvel. Il y avait un début d'idée de film conspirationniste et d'espionnage qui commence bien. Et après, avec Hulk rouge, là, ça part tellement cacahuète dans tous les sens. Ah, ça y est, ils se sont réveillés, ils se sont rappelés qu'il y avait un gros, tu sais, l'espèce de gros colosse là qui est sorti de la Terre. Bon, je sais plus, dans les films, les The Eternals, ils en parlaient plus. Puis après, c'est vrai que les gens leur ont rappelé, du coup, ils se sont dit, ah, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on reparle de ça parce qu'il y a quand même cette statue immense qui est sortie de la Terre, quoi. Voilà. Bon, c'est nul. J'ai pas trop aimé Mickey 17, c'est bien, mais c'est plus une déception par rapport à ce que j'aime de Bong Joon-ho. Voilà, je trouve qu'il fait tout le temps des films excellents. Je le mets un peu au niveau de Okja, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes idées derrière, mais qui sont pas assez traitées en profondeur. Le film est pas si intéressant que ça, même si j'ai passé un moment agréable. Voilà, c'est pas un film acheté, mais c'est une déception en tout cas. Alors, ça, c'est le film que tout le monde a adoré et je ne comprends pas vraiment la hype autour de Sinners. Parce que, excusez-moi de le dire, mais le film, il y a 1 heure de trop dans ce truc. C'est long, mais à en crever. Toute l'introduction te présente tous les personnages les uns après les autres qui ont leur petit temps d'écran où ils t'expliquent bonjour, je suis machin, mais foutez-moi direct dans la baraque là où ça danse et puis vous me les présentez au fur et à mesure de l'action et on les découvre au fur et à mesure de l'action, voilà. Ça aurait pu être un bête de huis clos, Sinners, et je trouve que c'est tellement mal écrit. Alors, il y a quand même des chouettes moments. Déjà, je trouve que Michael B. Jordan, il est excellent. C'est assez bluffant qu'il joue justement 2 frères jumeaux et tu ne vois absolument pas l'artifice, et je trouve que dans son incarnation des 2 frères jumeaux, tu vois totalement les 2 personnalités différentes. Voilà, je trouve que c'est un super acteur. Là, vraiment, il est excellent. Et ce délire de huis clos où on se fait attaquer par des vampires sur fond de racisme, sur fond de ségrégation, et on a un casting seulement d'afro-américains, mais je trouve ça, le pitch de base est génial, quoi. Qu'est-ce qu'il est mal foutu, ce film, je trouve. Alors, il y a quelques moments un peu chouettes, hein, la scène de danse, justement, où tu vois tout les influences afro-américaines au fil de l'histoire de l'Amérique qui se croisent. C'est excellent. T'as des petits moments de grâce comme ça, et donc tout le monde a une espèce d'énorme hype autour de ce truc. Alors c'est vrai que ça fait du bien parce que dans les thématiques et dans ce casting justement très afro-américain, bah ça change beaucoup, quoi, notamment dans le film d'épouvante, mais je le trouve pas du tout aussi marquant. Là, j'ai vu, c'est celui qui a eu le plus de nominations aux Oscars de l'histoire des films. Et on a pas vu le même film, les gars. C'est un truc de fou, quoi. Je comprends pas. Lui, putain, il aurait pu être dans mon top 10, mais ça aurait été un peu redondant. Parce que c'est la suite. Wicked partie 2. Mais alors, le fou rire de voir Wicked.
Alors déjà que la partie elle était pas super, mais alors mais on tombe dans les bas-fonds quoi. Ça sort vraiment à chaque fois de nulle part. Il va te sortir tous les compagnons de Dorothy et on va voir comment ils ont été quelque part créés. L'épouvantail, l'homme robot là, je sais plus, ou le lion coire. Mais ça sort tellement de nulle part, c'est tellement mauvais. Ah, cette relecture du Magicien d'Oz, je la déteste. Mais regardez vraiment le Magicien d'Oz. Il y a la sœur de l'héroïne qui devient une chef fasciste parce que son amoureux il l'a rejeté pour une autre et du coup elle dit bon bah tous les, je crois que c'est des faunes, je crois que son amoureux il fait partie de la race des faunes, je sais plus, bah tous les faunes pouvaient plus quitter le pays et ça devient une grosse fasciste. Ça sort tellement de nulle part et ce personnage, alors vraiment je me suis tapé une barre. En fait elle est en chaise roulante et je suis désolé mais il y a ce côté très ridicule où elle est prise dans une tempête qui est créée par la grande méchante et c'est là que Dorothy arrive avec sa maison et la maison s'écroule et tombe et écrase ce personnage. Et t'as vraiment cette image et ce cadre mais qui a hurlé de rire où elle est en mode avec sa petite chaise roulante comme ça elle peut pas bouger. Elle se fait écraser par la maison, mais je suis dans Austin Power quand je vois ça. Je suis dans Hot Shot. Et en plus je me disais non mais c'est trop ridicule, en fait c'est un rêve. Et non, en fait ça s'est vraiment fait éclater par la maison. Et après Dorothy elle récupère son corps décédé, les petites chaussures rouges à talons qui vont l'emmener dans sa grande aventure. Oh là là, mais c'était exceptionnel de ratage quoi. Je Wicked, je hais ce que ça raconte. Les chansons elles sont encore pires que dans le 1 qui était déjà vraiment pas terrible. Tous les personnages sont nuls et inintéressants. Mais bon, au moins je l'aurais vu parce que j'ai jamais regardé le film de Broadway. Au moins je l'aurais vu et je me dis allez c'est bon, Wicked c'est pas pour moi. Messieurs dames, il est temps de passer à mon flop 10, les 10 pires films que j'ai vus cette année. Et on va commencer avec un crève-cœur en 10ème. On est passé à ça, d'avoir une des plus grandes sagas réussies sur le long terme qui a malheureusement complètement floppé avec son dernier film que je trouve catastrophique. Je parle évidemment de Mission Impossible, The Final Reckoning. J'avais un tel attachement pour cette saga qui a été, je trouve, mais tellement réussie de bout en bout. Même celui de John Woo, oui, de bout en bout. Même celui de John Woo, je trouve qu'il a du charme. J'aimais beaucoup au début que ça change justement de réalisateurs qui chacun proposait leur style. Et là, dans ce dernier opus, mais on a une chute drastique de qualité. J'avais beaucoup aimé Dead Reckoning, que je trouve qui était plein de promesses. Et le film échoue lamentablement à tous les niveaux. C'est extrêmement long. Je pense qu'on a déjà 1h30 qui est en fait de la pure introduction, qui est juste du blabla, où on n'est pas du tout dans l'action, on est juste dans la description de ce qui va se passer, des enjeux. Les scènes d'action sont absolument oubliables ou mauvaises ou catastrophiques, à part évidemment cette espèce de mini court-métrage qui est un bébé chef-d'œuvre dans le sous-marin où on touche, et c'est ça qui faisait, ce qui était trop bien avec Mission Impossible, c'est qu'à chaque nouveau film on nous proposait de nouvelles thématiques, des nouvelles explorations, et là on touche à l'horreur dans ce sous-marin, on touche à l'épouvante, on touche à la claustrophobie, des choses qu'on n'avait encore jamais ressenties dans Mission Impossible, avec un pitch complètement délirant, complètement claustrophobique, absolument irrespirable. La scène du sous-marin est absolument géniale, c'est tout ce qu'il faut sauver de ce film, mais je trouve que même la scène de l'avion à la fin est certes une cascade vraiment impressionnante, mais en termes de cinématographie, je trouve que c'est pas un ultime climax quoi pour la saga de Mission Impossible, d'autant plus que le méchant c'est l'autre bolos là. Je suis méchant, ah ouais, je sais plus comment il s'appelle, Ange là, je sais plus quoi, c'est un méchant qu'ils ont ressorti de derrière les fagots, et le film ne fait que ça, le film ne fait que d'essayer de relier tous les films et de montrer qu'en fait que chaque film avait une importance, était relié les uns aux autres, mais on s'en fout de ça. On s'en tape, proposez-moi une belle histoire bien ficelée mais qui fait pas que des clins d'œil. En fait la patte de lapin du 3ème c'était un truc hyper important. Tout l'intérêt de la patte de lapin dans le 3ème c'est qu'on sait pas ce que c'est un MacGuffin, et que l'importance de l'histoire et l'importance et la tension du film est ailleurs. Donc proposez-moi des nouveaux trucs plutôt que ce méchant absolument pas charismatique, ridicule et nul. Alors que justement, je trouve que dans Dead Reckoning, on avait une idée géniale, c'est de faire du grand méchant une intelligence artificielle qui est tellement développée qu'elle a toujours un coup d'avance sur toi. Elle sait absolument ce que tu vas faire, elle sait te doubler. C'est tellement mal exploité, c'est tellement mauvais dans ce que ça raconte dans ce dernier épisode. C'est juste une IA qui est très très méchante en fait, voilà, qui veut détruire le monde pour des raisons obscures. Avec la mort de Rebecca Ferguson dans les films d'avant et l'apparition de cette nouvelle actrice que j'aime beaucoup, qui est une bonne actrice, j'avais l'espoir secret justement que comme l'IA elle a un coup d'avance et qu'elle a toujours
toujours vu un petit peu ce que vous allez faire en avance, que cette femme-là soit en fait la grande méchante, voilà, et je trouvais ça bien qu'elle soit engagée à la fin dans Mission Impossible, dans la première partie, justement parce que ça aurait fait un super retournement de situation. Écoutez, moi j'en étais persuadé, et je vous le dis, mon idée que cette personne-là se révèle être la grande méchante et en fait une sbire et de l'intelligence artificielle, ça aurait été mais une tellement meilleure fin que la merde qu'on nous a proposée. Le film est une suite d'entretiens où tout le monde dit « Ah, putain, Ethan Hunt, il est vraiment super quand même. Non, mais moi, je fais confiance à Ethan Hunt. Ethan Hunt, il est comme ça. Moi, j'ai confiance en Ethan Hunt. C'est lui qui va sauver le monde. Toi, tu as confiance en Ethan Hunt? Eh ben ouais, moi, j'ai encore plus confiance en Ethan Hunt. » Mais c'est à crever d'ennui, à crever d'ennui. Le film est long. On est sur une fin tout à fait lambda, tout à fait basique, sans saveur de Mission Impossible. C'est un cauchemar que cette saga qui a été si bien pendant 7 films se foire sur le 8ème quand même. Non, c'est pas un truc de fou. Alors je suis désolé, voilà, mais dans la guerre des sagas, pour moi, celle qui reste sans faute, c'est Rocky. Rocky, c'est 6 films absolument géniaux, absolument parfaits. Il y en a qui sont pas exemples de défauts, mais au niveau de la qualité, je trouve que les 6 films se tiennent et sont d'une puissance et ça va à chaque fois se renouveler. Là où, malheureusement, Mission Impossible échoue lamentablement dans son dernier opus. Numéro 9, on va parler d'un énorme film buzz de cette année qui n'est pas exempt de qualité, mais qui pour moi est un bide total et un raté, une déception. C'est un des films que j'attendais le plus. Je parle de Évanoui, Weapons, qui a un pitch absolument incroyable, où dans une petite ville d'Amérique, un soir à 2h17, tous les enfants de la ville, de la même classe, se lèvent, sortent et s'enfuient et disparaissent dans la nature, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, un pitch passionnant. Et en regardant des interviews de ce gros bolos de réalisateur, le mec s'est dit « Ah, j'ai un pitch incroyable, mais je savais pas trop comment allait être la résolution. » La résolution, c'est le truc le plus pourri, le plus nul, sorti d'un chapeau que vous pouvez attendre. Je vous spoil, j'en ai rien à foutre. En fait, c'est une sorcière qui a possédé les enfants. Mais flinguez-moi, je suis où? Il y avait tout un délire, à un moment il fait un cauchemar et il voit une énorme arme qui tourne au-dessus d'une maison. J'étais en mode ouais, c'est un complot militaire, gouvernemental, il y a un truc de ouf et tout. En fait, c'est une sorcière qui prend possession des enfants et des adultes. Et elle a du maquillage horrible parce que c'est une méchante sorcière. Mais crevons! C'est pas possible d'écrire des films comme ça à notre époque. Le film, il est tellement long. Il y a 1h30 de trop dans ce truc. En fait, il arrête pas d'aborder plusieurs points de vue, ce qui est plutôt intéressant. Mais en fait, à chaque fois, ça fait redescendre la tension. Il y a une scène qui fait peur. Allez, peut-être une scène par demi-heure. Quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a des bonnes scènes. Il y a une scène où elle s'est endormie dans sa voiture. Et on voit loin la porte d'une maison qui s'ouvre et un être étrange qui en sort, qui va faire le tour de sa voiture. On entend le son de la voiture qui s'ouvre, alors que c'est hors champ. Ça c'est génial, mais j'en ai rien à foutre de mater un film de 2h30 s'il y a une scène géniale de 5 minutes dedans. Que des petites bonnes idées comme ça, disséminées à droite à gauche. Mais le film est à hurler de rire. Ce sont les flics, les pires flics d'Amérique, le pire FBI que je n'ai jamais vu, tout film est confondu. Il y a tous les enfants d'une classe qui disparaissent. Il y a que un enfant dans la classe qui ne disparaît pas. Mais je me demande si ça vaudrait le coup d'enquêter sur cet enfant. Bah oui, ils ont interrogé les parents, ils ont fait un petit entretien. Et votre enfant, oui ça va, il va bien, il passe du bon temps à la maison. À un moment, ce con de film te montre le contre-champ de ce que voyaient les flics. Le daron il est comme ça. Avec qui s'est mis des coups de fourchette dans la gueule, il a du maquillage pour cacher les trous qu'il a dans la gueule, il est comme ça. Et l'autre, c'est la fameuse tante qui a sa gueule de sorcière, qui est maquillée comme ça à la truelle avec ses gros cheveux orange. Et à aucun moment les flics ils se disent qu'il y a un problème. Mais seconde 2, moi j'y vais avec toute la team, on défonce la porte de chez eux, on va voir ce qui se passe là-bas. Ah bah les enfants ils étaient là, ils étaient cachés. Battez-vous juste les quelques passages un peu flippants sur internet. Je pense que voilà ça vaut le coup, mais excusez-moi le film il est pas bien. Voilà, ce film se retrouve dans mon flop parce que j'avais beaucoup d'attentes, je trouvais que le pitch de base était génial et que c'est une énorme déception. La bande-annonce sur le départ des enfants justement qui disparaissent est hyper flippante. Tout le début du film, quand on te parle des enfants qui disparaissent, ils mettent une vieille espèce de musique country par-dessus, mais qui casse complètement l'ambiance de la scène et le côté terrifiant du moment, quoi. C'est ridicule. Tu gâches ta propre scène et ton propre pitch de départ. Mais ça se sent que le réalisateur, il avait un pitch de base, un concept, et il a voulu le résoudre par une idée de con, de sorcière et de possession, mais... Écoutez-moi bien, la vidéo elle a bugué, elle a planté, du coup j'ai arrêté de tourner et là on est le lendemain. J'ai repris le tournage le soir parce que ça m'avait saoulé, voilà, du coup je recommence, j'ai l'impression que chaque année,
Mon flop, il y a toujours un problème. Je suis toujours obligé de refaire un moment de la vidéo ou quoi, alors que les tops se passent toujours très bien. Peut-être que le ciel m'envoie un certain message en plus. Il fait chaud, putain, j'ai chaud. Voilà. Allez, on se met à l'aise. Numéro 8. Numéro 8, c'est un film que tout le monde a pathologiquement adoré, je ne comprends pas pourquoi. Même si ce n'est pas un horrible film, je tiens quand même à en parler parce que moi c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Je parle de K-Pop Demon Hunter, yeah! Ah, le film que les enfants chantent dans la rue, c'est le nouveau La Reine des Neiges. Je le vois passer partout sur TikTok et tout ça. On va s'en taper pour des années de K-Pop Demon Hunter. Quoique, je ne sais pas parce que je pense, et c'est ma hot take, que ce film va être instantanément oublié. Pourquoi je n'aime pas du tout K-Pop Demon Hunter? Et je trouve que c'est un sujet intéressant parce que j'ai le même rapport à ce film que j'ai eu avec la K-Pop. J'ai essayé par beaucoup de moyens, par tous les moyens j'allais dire. Non, parce que c'était pas non plus une passion secrète de vouloir absolument aimer la K-pop, mais j'ai essayé plusieurs portes d'entrée pour m'intéresser à la K-pop. À chaque fois, je suis tombé complètement à plat parce que je trouve que c'est une industrie qui ressemble beaucoup à ce film. Je trouve qu'il est fade, qui est fausse, qui artistiquement est un pur produit industriel dans lequel on s'est dit allez, on va essayer de mettre absolument tout ce qui plaît en ce moment, tout ce qui marche. Et je trouve que c'est la recette de K-Pop Demon Hunter. J'ai l'impression que ça a été écrit par ChatGPT. J'ai l'impression que c'est un pur produit industriel lyophilisé. C'est de la bouffe à faire au micro-ondes dans laquelle on a mis tout ce que les gens aimaient en ce moment. Je trouve que le film n'a pas d'âme, je trouve qu'il ressemble à 100 000 autres films que j'ai vus en moins bien. Il n'y a pas d'idée originale, en plus le montage il va à donf, c'est vraiment la génération TikTok. Je pense que la moyenne des plans dans ce film, ça dure moins de 1 seconde, voilà. Et donc j'ai l'impression que ce film c'est un objet de pop culture musicale, voilà, dans lequel c'est un peu un espèce de fourre-tout, dans lequel on s'est dit on va mettre dedans tout ce qui marche dans le côté pop. On a les histoires d'amour, les gentils contre les méchants, le petit chat mignon qui est tout rond et qui fait des blagues très rigolotes. Le seul truc je trouve qui se démarque un peu, c'est qu'il y a certaines chansons qui je trouve sont assez impressionnantes. Sinon le film il est merdique, c'est pas bien K-Pop Demon Hunter. Et je vous dis, j'ai vraiment retrouvé ce côté faux que j'ai toujours ressenti en regardant la K-Pop, voilà, cette espèce d'industrie où on vous balance à la suite des clips dans lesquels on a investi énormément d'argent mais qui je trouve n'ont pas de réelle créativité. K-Pop Demon Hunter c'est un film qui n'a pas de créativité, c'est un pur produit marketing comme absolument la quasi-totalité des clips de K-Pop que j'ai pu voir dans ma vie. J'ai l'impression de regarder une pub. J'ai l'impression qu'on a demandé à ChatGPT, je fais tout le temps cette vanne mais c'est réel, à ChatGPT imprime-moi un scénario qui parle de pop culture et de K-Pop pour un film qui se voudrait populaire auprès des jeunes. Numéro 7. Numéro 7, messieurs dames, c'est notre running gag préféré. C'est tellement un événement dans le monde du cinéma que je ne peux pas passer à côté de ça. Et écoutez-moi bien, pour ce numéro 7, je ne demande qu'à ce que ce soit bien Avatar. C'est le plus grand tour de magie du 21e siècle. James Cameron il va faire le même film à chaque fois en se demandant combien de temps va passer avant que les gens se rendent compte qu'il fait le même putain de même film. C'est le même film à chaque fois. C'est un truc de fou. C'est une photocopie de la photocopie qui devient de plus en plus dégueulasse. Et donc après Avatar 2, la grosse voix d'eau à tribord, nous avons Avatar 3, heures d'ennui, 3h17, il dure le film. Tout ce qu'ils arrivent à ne pas dire en 3h17, mais c'est un truc de fou. Vous allez voir, c'est tellement riche comme univers, c'est tellement créatif. Ça a été dessiné par un enfant de 5 ans, ce truc-là. Il n'y a aucune idée et ils sont arrivés tellement vite au bout de leur concept qu'en fait, ils te ressortent le même film. La bataille de la fin, c'est plan pour plan la même bataille de la fin que le numéro 2. Je suis sûr que je prendrai des extraits un petit peu au hasard et je vous dirai, arrêt sur image, c'est le 2 ou le 3 ça? Vous seriez incapable de me dire ce que c'est. Et pourquoi je suis allé voir ce film? Parce que je trouve qu'il avait quand même une prémisse, une idée de base qui me séduisait, c'est que le film s'appelle Fire and Ash, le feu et les cendres. On va découvrir toute une nouvelle tribu. Putain, je l'avais call ça. Allez, je l'avais call l'année dernière. Souvenir, flashback. Ah putain, on va avoir un 3, un 4, un 5, un 6, ils vont en faire 7, James Cameron. 7. Mais qu'est-ce que tu racontais? Après, il va y avoir la tribu de la lave, il va y avoir la tribu des cendres, après, il va y avoir les humains qui vont revenir, et après, ils vont saffer les humains, ils vont retourner sur Terre pour attaquer les humains. C'est bon, on a fait le tour, quoi. On a fait le tour, arrêtez le supplice. Tellement prévisible ce genre de film. Je vous jure qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il allait faire le feu et la cendre, et je l'ai call instant. Tellement il y a un manque de créativité dans cet univers complètement pérave. Mais bon, je me suis dit, ah, on va avoir une nouvelle vision de Pandora. Enfin, on va avoir un nouveau point de vue, des nouveaux personnages qui vont apporter des questionnements intéressants sur l'univers. Écoutez-moi bien, le clan a dû
du feu et des cendres, c'est des personnages secondaires. Mais quelle idée de faire une intrigue centrée autour de nouveaux personnages qui apporteraient du neuf à cette saga. Bah non, ils ont un rôle mais pitoyable, dans l'intrigue ils n'apportent rien. C'est juste des kamikazes à la Mad Max. D'ailleurs gros plagiat cette scène là, Witness me, là, je suis dans Mad Max, qui en fait sont totalement inintéressants, qui sont tellement sous-traités et mal développés qu'ils sont inintéressants. Il y a tout un pitch de base où elle te dit ouais, nous notre région elle a cramé. Où était Iwa à ce moment-là? Où était Iwa quand nous notre village il a brûlé et que tout le monde est mort? Et t'es en mode eh mais attendez, mais c'est vachement bien. Mais c'est hyper intéressant comme truc, c'est tout ce que vous saurez sur le clan du feu et des cendres en 3h17 de film. Vous n'aurez aucun développement supplémentaire si ce n'est que nous sommes très méchants et on n'aime pas Ewa. Alors que la question elle est bien, elle était où Ewa quand ils se sont fait cramer la gueule? Ah là Ewa elle est là pour sauver l'humain, ils se font courser, Deus Ex Machina, tiens allonge-toi par terre, on va te transformer en avis. Là Ewa elle est là. On a fait la même chose dans le 2 avec Quaritch, il y avait tout un... Je trouve un pitch de base qui est vachement intéressant. Qu'est-ce que ça peut te faire de te retrouver dans le corps de tes pires ennemis? Mais vous pensez que James Cameron, il a que ça à foutre de traiter ça? James Cameron, de développer un cerveau, il a pas que ça à faire. James Cameron, il doit faire des jolies images en HFR. Et que le HFR, il était dégueulasse. Dégueulasse, pourquoi? J'avais beaucoup aimé quand j'étais allé voir le 2, le HFR, parce que je trouvais que ça amenait ce côté 60 images par seconde, un côté encore plus réaliste. Et pourquoi j'ai apprécié? Parce que je l'avais vu en 3D. Et là, je me suis foiré sur la séance. Bref, j'ai pas réussi à aller voir la séance en 3D et du coup je l'ai vu en 2D et le passage en 2D du HFR au reste des images en 24 images par seconde, mais c'est tellement dégueulasse, mais c'est... T'as l'impression d'un coup dans une cinématique de fou et d'un coup de passer à des images qui te font hyper saccadées quoi. Tu passes un truc ultra réaliste, d'un coup t'as l'impression que t'es dans une cinématique de PS3. Et je comprends les gens qui avaient des critiques à l'époque, voilà, maintenant je les comprends. Mais je vous dis, ce qui me fascine le plus c'est que c'est le même film à chaque fois, il y a 3 scènes peut-être qui changent, mais c'est l'histoire de Jake Sully qui quitte l'endroit où il vit pour aller rejoindre un nouveau clan avec qui il va rentrer en conflit, mais au final il y a les humains qui veulent tout détruire et qui veulent conquérir la planète pour récupérer ses ressources, et du coup Jake Sully il réunit les clans, il vole sur un gros oiseau, et puis il arrive à les unifier autour d'une cause commune, et ils se battent à la fin dans une bagarre assez forte, et puis il bat Quaritch. Ne me dites pas qu'il y a des différences dans ces putains... Je ne comprends pas comment vous arrivez à apprécier une expérience alors que vous voyez 3 fois la même chose. Ils vont en faire combien d'Avatar? 4, 5? Votre humble obligé va se sacrifier. Bien sûr que tous allez les voir. Bien sûr. Parce qu'il est de mon devoir de chaque année clasher James Cameron. De chaque année essayer de faire comprendre au monde qu'on est en train de vous entourlouper et qu'on vous fait le même film à chaque fois. Vous voulez savoir la suite? Nostradamus, c'est la vision. Et ben ensuite ils vont repousser les humains, ils vont aller sur Terre. Et puis en fait Ewa, bah, c'est la petite gamine qui est réincarnée. La gamine c'est Jésus-Christ, on a compris, c'est la réincarnation d'Ewa. Là quand elle fait ses rêves, elle se voit elle-même, voilà, c'est Ewa qui s'est réincarnée elle-même. C'est pour ça qu'elle a les pouvoirs, qu'elle peut commander à tout. Oh mais c'est vraiment un plot twist de dingue, je suis désolé de vous avoir gâché les 2 prochains films. Numéro 6, j'ai mis 2 films ex-aequo, oui on a le droit ici, on fait ce qu'on veut. C'est la catastrophe, c'est Disney. J'ai mis Blanche-Neige et Lilo et Stitch, messieurs dames, vous allez dire... Mais pourquoi t'es allé voir ça, Lucas? Mais parce que j'ai adoré Disney. J'adore Blanche-Neige. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, Blanche-Neige. Et alors Lilo et Stitch, c'était tellement incroyable ce film. Voilà, j'ai tellement aimé l'humour, les musiques. Pensez-vous, les musiques réutilisées dans Lilo et Stitch, les musiques cultissimes de Lilo et Stitch, mais vite fait, vous allez les entendre dans le fond. Et puis ce sera tout quoi. Le film est catastrophique, la gamine elle joue pas bien. L'humour il est nul, Stitch il est complètement insupportable. Et puis ils ont fait un truc. Et vous savez, il y a 2 extraterrestres dans le film de base qui coursent Stitch, qui veulent le choper pour le ramener en prison. Et ben là, pour je pense question de budget, parce que c'était un peu casse-cou, les 2 extraterrestres, ils se transforment en êtres humains pour passer inaperçus. Et du coup ils cabotinent. Toutes les blagues qui faisaient le charme de Lilo et Stitch sont passées à trappe. Toute la relation entre les 2 sœurs est complètement transformée. C'est nul, c'est si mauvais. C'est laid quoi, c'est moche. Et alors ça m'a fait trop rire, parce qu'à la fin Stitch, je sais plus, il prend un coup, je m'en souviens plus. Non, il tombe de son vaisseau, il tombe dans la mer et il commence à se noyer. Et il y a vraiment la séquence émotion avec la musique toute triste et tout. Et c'est bon, on a capté qu'il y avait la grande sœur qui est championne de plongée qu'elle allait récupérer. Et là, dans la salle, il y avait un petit gamin, il doit avoir, je sais pas, 3-4 ans, qui se met à pleurer. Le trauma, toutes les larmes de son corps. Et inconsolable, ils ont été tous en mode et putain mais qu'elle le sauve vite, que l'enfant se rende compte que Stitch n'est pas mort, sauf que le sauvetage là, elle lui fait du bouche à bouche, elle lui fait un massage cardiaque, ça dure une plombe, mais le gamin il hurlait à la mort, et la mère elle sentait bien que ça servait à rien de partir parce que le gamin il allait voir
que Stitch allait être sauvé, donc il fallait qu'elle reste dans la salle. Sauf que Stitch il est sauvé, le gamin il s'en foutait, c'était le trauma de sa vie, il a continué à pleurer, du coup elle l'a sorti, c'est incroyable. Ah, juste pour ça j'ai un bon souvenir de Lilo et Stitch. Et alors pour parler de Blanche-Neige, bon, que dire de Blanche-Neige. Je sais pas si vous avez suivi toutes les pérégrinations, le casse-tête qui a été le tournage de Blanche-Neige, parce qu'au début ils se sont dit non mais les nains ça va offenser, du coup on va pas faire des nains, on va faire 7 êtres magiques qui sont juste horribles et nuls, dans lesquels il y a une personne de petite taille, et juste c'est des gens voilà, de communautés très diverses, d'origine ethnique très diverses, c'est ça les gens de magie, c'est des costumes horribles, du coup ça n'a pas marché, donc c'est devenu des bandits, c'est les bandits, et les nains ont vraiment été faits mais en CGI. Tout le monde les trouve atroces, j'ai pas trouvé ça si atroce, parce que vraiment je vous jure que le problème du film il est pas là quoi, c'est que ça joue mal, les CGI au-delà des nains sont dégueulasses, tout cette espèce d'imbroglio avec les 7 nains, les 7 bandits, plus les personnages qui sont rajoutés, c'est absolument horrible. Mais surtout, le peak of the entertainment, les amis, ce qui est monstrueux, mais c'est Gal Gadot. Qu'est-ce qu'elle joue mal, cette actrice, mais c'est un truc de fou. Je n'ai pas vu un seul film dans lequel je l'ai vu bien jouer, voilà. Peut-être à part dans Wonder Woman, justement, elle avait ce côté un peu ingénu qui allait bien avec le côté qu'elle jouait mal, parce que c'était un personnage qui découvrait un peu tout. La chanson de la reine, mais c'est à hurler de rire, c'est un espèce de truc jazzy, kitsch à mort, à en crever, mais c'est un cauchemar absolu quoi. Le seul point positif que j'ai vécu, c'est quand il y a la chanson EO qui se lance, EO, ils en ont fait une version un petit peu orchestrale que je trouve pour le coup plutôt cool, et quand les premières notes se lancent, ah l'élan de nostalgie là j'étais 30 ans en arrière, gamin devant Blanche-Neige, et là ça m'a fait quelque chose quoi. Et à la fin du film, il y a un moment qui est vraiment assez exceptionnel, où Blanche-Neige vient reconquérir le château de son père et vient confronter la belle-mère, et elle lui tient un discours, et je ne sais pas si vous le saviez, mais les deux actrices étaient très très brouillées, parce que Gal Gadot est une sioniste horrible qui soutient Tsahal et tout ce qui se passe à Gaza, alors que Rachel Zegler avait pris position pour la Palestine, tout ça, et donc les deux ne se fréquentaient plus en dehors des tournages, elles faisaient pas la promotion ensemble, et Blanche-Neige, Rachel Zegler, à la fin tient un discours à Gal Gadot, mais qui est complètement un discours anti-impérialiste, anti-colonialiste, où elle dit oui, vous avez volé nos terres, vous avez volé notre vie, vous faites que de nous oppresser, tout ça va se terminer, on va récupérer ce qui est à nous et tout, et j'étais tout seul dans la salle en mode, je regardais les autres, mais y a que moi qui vois ça ou allez, je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube, mais taper le discours de la fin de Blanche-Neige, c'est assez saisissant quoi. Et je trouvais qu'il se jouait un truc au-delà du film à ce moment-là, voilà, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très chouette, mais qui évidemment ne sauve pas cet horrible étron qu'est Blanche-Neige et les 7 nains version 2025. Numéro 5. Ah là là, numéro 5, c'est un film d'un réalisateur que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'il a fait, parce que c'est le monsieur qui avait fait Invisible Man, voilà, qui est un film que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans je crois. Et donc là, après Invisible Man, il a fait Wolfman, une adaptation du coup d'un film de loup-garou, où un homme va repartir dans la cabane perdue dans le fin fond de l'Amérique profonde, avec sa famille, parce que je crois que son père est mort, et donc il veut récupérer ses affaires. Et il se trouve qu'en fait, dans la région, il y a des petits loups-garous qui traînent, voilà. Tout le pitch du film, c'est que lui va se faire blesser par le loup-garou, et va petit à petit se transformer, alors qu'il est avec sa famille coincé dans cette maison. Et donc on va être dans un espèce de huis clos, où ils vont devoir essayer de s'échapper, et où lui-même va devenir petit à petit la menace. C'est un film qui a plein de bonnes idées, mais qui ne marche pas du tout, ni en termes d'épouvante, qui est dans vraiment le film kitsch d'épouvante, où les scènes elles sont un peu gênantes. Il y a que quelques scènes que j'ai trouvé vraiment chouettes. Il y a une scène où lui il commence à se transformer, et d'un coup il entend dans la maison un boum 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 boum, comme quelqu'un mais qui taperait fort sur les cloisons, et il monte, il se promène dans la maison, il essaye de repérer ce que c'est, et à un moment il rentre dans un petit placard, et il voit au bout de ce placard en fait qu'il y a une énorme araignée, et en fait ce qu'il entend c'est les pattes de l'araignée toum toum qui se déplacent sur le mur. Sauf que lui, comme il a une ouïe qui est en train de se développer de ouf, et ben il entend ça, voilà. Et tout ce côté vision du loup-garou et perception du loup-garou qui est différente des perceptions des humains, ça j'ai trouvé ça chouette. Mais sinon les costumes sont kitsch, les maquillages sont kitsch, ça fait pas peur, tout est téléphoné, tout ce qui ne vient pas de ce côté loup-garou
ah ça marche pas du tout et le film est vraiment, il fait cheap en fait, malgré la bonne volonté qui a été mise dedans quoi. Il y a un moment par exemple dans cette idée de vision de loup-garou, il y a un moment où la mère et la fille se cachent dans la grange et elles sont dans le noir et on filme leur contre-champ donc on ne voit rien parce que tout est dans le noir et d'un coup t'as la vision du loup-garou de l'autre côté, sauf que le loup-garou il voit complètement dans la nuit et du coup t'as cette espèce de vision holographique où il est presque nez à nez avec elle et en fait lui les voit complètement mais elle ne le voit pas et ça j'ai trouvé ça vachement bien voilà parce que ça joue vachement bien sur la tension et la peur du noir en fait tu réalises qu'il est juste à côté d'elle quoi. Voilà mais sinon très mauvais film d'épouvante devant lequel je me suis beaucoup ennuyé avec des personnages assez ennuyants, des retournements de situation et des effets d'épouvante. Donc je vous invite à passer votre tour devant Wolfman. Numéro 4 messieurs dames. Alors numéro 4 messieurs dames, mais cette année c'est la fiesta des films d'épouvante. Weapons, Wolfman, mais écoutez-moi bien, il y a bien pire que ces deux trucs. Il y a Bring Her Back. Wolfman je peux y trouver des qualités Bring Her Back mais j'ai trouvé ça tellement pitoyable et ridicule. Je trouve ça minable comme film. Nul, ça fait tellement pas peur. C'est les mêmes réalisateurs qui avaient fait La Main, Talk to Me que j'avais déjà mais clashé dans un ancien flop que j'avais détesté et tout le monde, je sais pas pourquoi, se saut sur ces mecs là en disant ouais c'est le renouveau, c'est la nouvelle génération incroyable de réalisateurs, mais c'est du film d'épouvante tellement classique, tellement cliché, avec des retournements de situation nullissimes, des effets d'épouvante qui ne marchent pas. Il y a juste du gore et du trash. Et oui, il y a une scène qui est dérangeante parce que ça appelle à du body horror qui, je pense, traumatise un petit peu tout le monde. Mais c'est une scène sur un film de 1h30, quoi. Il n'y a pas une scène à laquelle je pense qui n'est pas ridicule. Vous savez, les trucs de possession, avec les yeux rouges, ça bave et tout. Ça se regarde de travers dans le miroir. Oh là là. Musique inexistante, pitch de base inintéressant, effet d'épouvante raté, mais c'est pitoyable, mais j'ai une détestation vraiment pour ces réalisateurs et ce qu'ils font, je trouve ça mais si mauvais quoi. Ça c'est le futur de film d'épouvante, je vais pas perdre de temps à parler de ce film parce qu'en fait il y a rien à dire, et alors écoutez-moi bien. On n'en a pas fini avec les films d'épouvante. Numéro 3. Numéro 3, mais qu'est-ce qui s'est passé? Soderbergh a fait 2 films dans l'année, un thriller et un film d'épouvante qui s'appelle Présence. Et alors là, mes amis, on est sur un cataclysme du film d'épouvante. Présence, pourquoi je suis allé le voir? Parce que je trouve que le pitch de base est assez intéressant. On va suivre une histoire de maison hantée, mais du point de vue du fantôme. La caméra va embrasser le point de vue du fantôme qui va se promener dans la maison et on va suivre les personnages qui évoluent. Tout le principe est de savoir qui est le fantôme, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. Le genre et l'idée est tellement mal exploité. Il n'y a aucun moment qui fait peur, aucun moment effrayant, aucun début d'espèce d'effet pour être sympa et surtout l'histoire mais est pitoyable. Tous les personnages sont des petits connards insupportables. Les dialogues sont minables et ridicules. T'as l'impression que la première prise c'était la bonne quoi. Et quand vient, messieurs dames, quand vient le twist final, ça n'arrive jamais. Les gens ils ont hurlé de rire dans la salle. Hurlé de rire. Au moment du twist final et de la révélation, fou rire dans la salle. On comprend un petit peu ce qui s'est passé et t'as un dernier plan qui fait en mode révélation. Les gens ont explosé de rire dans la salle et juste avant t'as un climax qui est censé te montrer, regardez, le fantôme c'est telle personne, voilà pourquoi il a fait tout ça. Et au moment de ce climax, les gens ont explosé de rire dans la salle. C'est un film d'épouvante qui se termine, messieurs dames, en fou rire, Et même moi, je riais, j'avais honte pour le film. Présence, ah là là, il faut le voir pour le croire. Généralement, quand un réalisateur fait 2 films par an, c'est qu'ils étaient pas très bien bossés et finement ficelés. Ça arrive souvent que je retrouve dans mes tops des nanars et je trouve que là on a trouvé un des plus grands nanars de ces 10 dernières années qui est si mauvais qu'il doit se retrouver très haut, en 2e position, mais qui est quand même assez formidable à regarder et qui je pense va rentrer dans la légende, qui va être une fabrique à mème. Je pars évidemment, messieurs dames, en numéro 2. Numéro 2, c'est La Guerre des Mondes, War of the World, une nouvelle relecture, vous savez, du chef-d'œuvre de Orson Welles, de Spielberg. Tout le monde s'est confronté à La Guerre des Mondes, War of the World, cette idée que d'un coup il y aurait des extraterrestres qui débarqueraient dans des énormes tripodes et qui conquéreraient le monde et comment l'humanité réagirait par rapport à tout ça. Et Amazon a eu l'idée brillante, et c'est très important que je précise Amazon, vous allez voir, a eu l'idée brillante d'adapter ça à la sauce Amazon. C'est un film qui a été fait pendant le Covid sans aucune thune et en fait pour vous dire, pour vous présenter la chose, vous avez Ice Cube, c'est ça qui est incroyable, déjà c'est Ice Cube qui est derrière un écran et qui va être une personne qui contrôle toutes les caméras, qui a un accès technologique à
tout ce qui se passe en ville et qui va assister depuis derrière son écran à la fin du monde, voilà, puisque les extraterrestres débarquent et en même temps il va devoir gérer tous ses problèmes familiaux avec son fils, avec sa fille. Mais alors le fou rire est total, messieurs dames. On part dans des absurdités, mais Amazon n'a plus aucune honte et n'a plus aucune race. C'est Amazon Prime qui sauve le monde. Parce que quand tout a été piraté par les extraterrestres qui en fait veulent s'attaquer aux données, je sais plus pourquoi, parce qu'en fait ils veulent pas s'attaquer aux humains, ils veulent s'attaquer aux données. La seule manière de les infecter avec un virus informatique, ça va être de transporter une clé USB avec un drone. Et les seuls drones qui marchent, eh ben c'est les drones d'Amazon Prime. Je sais plus comment ils appellent ça, c'est les drones qui vont permettre grâce à des casques verts, c'est le futur, de livrer les futurs colis. Et donc les personnages, grâce à Amazon, réussissent à transporter cette clé USB. Et alors c'est pas fini, parce qu'à un moment le drone il se fait taper par un extraterrestre, il tombe au sol, il est retourné, du coup c'est la fin du monde, bah, le monde va être détruit parce que malheureusement le salut de l'humanité qui était un drone Amazon, tout ce que je vous dis est réel, hein, ne peut pas se retourner. Et là on voit à la caméra qu'il y a un SDF qui n'est pas très loin. Pour que ce SDF vienne retourner le drone et sauve l'humanité grâce à Amazon, et ben que lui proposent les héros? 100 € de bons cadeaux sur Amazon Prime. C'est pas formidable ça? Il est content le SDF d'avoir sauvé le monde grâce à ça. Je vous jure que c'est vrai. Tout est vrai, tout est réel. Et écoutez-moi, ce n'est que le dessus de l'iceberg que je vous décris. C'est une suite de situations absolument ubuesques, abracadabrantesques. Dans tout le film, Ice Cube il est à la poursuite d'un hacker qui se bat contre le gouvernement avant de se rendre compte à la toute fin que en fait c'est son fils de 17 ans qui est en fait un putain de hacker et lui-même rejoint à la fin la rébellion des hackers pour s'opposer au gouvernement. Mais c'est tellement nappe et vraiment c'est tellement barré ce film. Ice Cube, ça se voit qu'il a été tourné tout seul de son côté dans une pièce fermée et donc il réagit au film en fait qu'il ne voit pas et il a que des réactions mais over the top, abusées en mode oh my god et tout. C'est une machine à... Si vraiment vous voulez vous taper une barre et voir un vrai nanar, je pense que c'est un des meilleurs qu'on ait eu ces dernières années quoi. L'année dernière je vous dis il y avait eu Sous la Seine, mais alors là je trouve qu'on a atteint la stratosphère quoi. Puis apparemment ils ont repris des vraies images de catastrophes naturelles dans lesquelles ils ont rajouté des extraterrestres et des vaisseaux extraterrestres. Et c'est hyper immoral de faire ça parce que c'est vraiment des catastrophes dans lesquelles les gens sont morts quoi. Et par-dessus ça ils rajoutent des CGI et le film est immoral, le film est atroce, le film est une ode à Amazon Prime et à Jeff Bezos. C'est un cauchemar. Le regardera qui aura le courage de le regarder. Ah ça m'a fait plaisir de rire messieurs dames parce que nous allons passer au numéro 1 et je ne vais plus rire du tout parce que j'ai une détestation totale, une haine infinie envers ce film. Je n'ai pas été aussi énervé en sortant d'une séance que depuis Star Wars 8. Je parle en numéro 1 messieurs dames. Mon numéro 1 cette année c'est Superman de ce petit tocard de James Gunn. Et je vous vois venir les bolos dans les commentaires. Eh Lucas, t'es une phase douce de Zack Snyder. T'aimes pas du coup qu'on ait refait son univers? Je déteste Zack Snyder. Je déteste ces films de cons que je trouve inintéressants, totalement médiocres possible. Tout ce que j'ai aimé dans Zack Snyder c'était Watchmen. Et c'est un copier-coller du comics de Michael Moore. Mais je trouve là quand même qu'en termes de films moches, ratés à l'humour, minables à l'histoire, pitoyable et au dialogue complètement abscon, je trouve qu'on atteint quand même des sommets. Je ne sais pas par où commencer pour parler de cette sombre merde. Déjà il se veut un petit style un peu comique, à l'esthétique léchée, colorée, c'est dégueulasse. J'ai l'impression d'être devant une espèce de grosse guimauve qui bave sans arrêt. Chaque image me pique les yeux tellement c'est laid. Et Zack Snyder il faisait peut-être des films de merde, mais lui au moins il savait iconiser son personnage. Déjà l'acteur n'a pas une once du début de charisme de Henry Cavill, mais surtout il n'y a aucun plan marquant dans ce film qui est une suite de plans laids au CGI dégueulasse. Il y a un seul plan qui me reste, c'est quand Superman retient un immeuble et qu'il empêche une femme de se faire écraser. Après il lâche l'immeuble, il y a un immense nuage de fumée et on le voit au loin, sa silhouette qui se dégage du nuage de fumée. Voilà, là j'ai trouvé ça vraiment excellent. Écoutez-moi bien, je parle de 3 secondes. 3 petites secondes dans un film auquel j'ai détesté chaque moment, chaque scène que j'ai trouvé absolument atroce. Il n'y a que des personnages totalement inintéressants qui ne servent à rien. On te présente des robots au début à l'humour pourri qui ne servent à rien. On te présente des méchants avec des pouvoirs qui ne servent à rien. Il y a une meuf, elle a une espèce d'armure qui lui permet à un moment, elle a la tête en bas et slip, l'armure la retourne et elle a la tête en haut. C'est nul. À quoi elle sert Supergirl? Elle a une scène, elle est là, elle débarque. Eh, je suis bourré, c'est marrant. Mais Pluto, parlons de Pluto. Mais qu'il est moche. C'est une horreur, les CGI sont horribles. Mais alors Pluto, attends, je sais plus pourquoi je dis Pluto.
Non, il s'appelle pas Pluto. Et ce sera Pluto, voilà. Je l'appellerai Pluto le chien. Le pire, c'est que je sais que je vais le revoir dans d'autres films, quoi. Et alors Pluto, encore, il passe un petit peu, mais il est tellement énervant. C'est l'animal insupportable qui pète tout, qui casse tout, qui fait que de gueuler partout. L'humour est absolument atroce. Et encore Pluto, c'est pas Pluto. Je reste sur Pluto, je m'en fous. Je trouve qu'il est pas si mal fait que ça en CGI, même s'il est laid, quoi. Il est moche. Mais il y a des scènes de dégueulasserie, de vomi, de CGI. À un moment, ils sont pris dans une rivière de je sais plus quoi, de cubes orange et tout. C'est horrible, horrible. C'est le film le plus laid que j'ai vu cette année. Aux personnages les plus inintéressants. La Justice League, mais j'ai envie de tabasser l'écran tellement c'est un gag en fait. C'est une blague. Green Lantern, c'est ça votre pic d'humour. Ce qui se fait de mieux, Green Lantern fait apparaître des fucks. Oh, c'est rigolo. Des énormes mains en fuck qui tabassent les autres ennemis. Et puis à un moment, il y a un gros monstre et il lui met un doigt dans l'œil comme ça, avec un doigt géant. Mais c'est hilarant. Je veux dire, si j'avais eu 4 ans et demi, je pense que je me serais bien tapé le cul par terre, mais j'en ai 30 de plus. Qui a aimé ce film? Qui? Je ne comprends pas. J'ai haï dans ma vie Michael Bay. Et encore maintenant, je lui voue une certaine sympathie. J'ai haï dans ma vie Zack Snyder. Et aujourd'hui, je lui trouve une certaine sympathie. Mais je le jure devant vous, dans 20 ans, dans 30 ans, quand je continuerai ces flops, je hais James Gunn, qui est un des pires réalisateurs. Tout ce qu'il fait en termes de mise en scène, il se veut drôle dans la mise en scène. Ça fait bide sur bide. Tout est nul. Il y a une scène où ils discutent et il y a une bataille derrière eux à la fenêtre. Et on devrait trouver ça drôle. Mais j'étais consterné dans mon ciel. Il n'y a pas une vanne qui marche. Il n'y a pas un dialogue qui est bon. Et puis alors il y a une pseudo-morale Superman. Oui, moi je ne tue pas des gens. Non, mais tu laisses faire Hawkgirl faire le boulot, quoi. Ah, Hawkgirl, elle fait le ménage, oui. Ah, j'ai arrêté une guerre, moi j'empêche les conflits. Par contre, c'est elle qu'on envoie pour tuer les dictateurs. Donc c'est quelqu'un d'autre qui fait le boulot à ta place, quoi. Il y a l'homme scientifique, là, qui contrôle l'homme robot. Je sais plus, de la Justice League. Mais c'est qui? Il vient d'où? Il sert à quoi? Le mec, on le développe absolument pas. Et d'un coup, il a une scène de ouf avec un plan séquence. On le voit se battre et t'es en mode... Mais je m'en tape, je ne sais pas qui tu es. Pourquoi on passe 5 minutes à développer ce personnage? Mais c'est un truc de fou, ce film. C'est un truc de fou. Tout est tellement random. D'un coup, le méchant, il envoie un gros monstre qui va dévaster la ville. Et il y a une scène où on tabasse le gros monstre. Et on dit, mais ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Tu pourrais enlever 90% du film, ça n'enlèverait pas la compréhension. Et peut-être que le film serait mieux. Un petit film de 10 minutes, voilà. Et le film se veut plein de bons sentiments, avec des messages forts. À la fin, quand il va confronter Lex Luthor, qui joue tellement mal, qui cabotine de ouf. Bref, quand il va le confronter, il lui fait tout un discours en mode ouais, je suis peut-être un alien, mais je suis beaucoup plus humain que toi, mais j'avais envie de crever de cringe. C'est le cringe, James Gunn, c'est le cringe. Pire réalisateur d'Hollywood, tout ce qu'il fait est absolument un cauchemar. Je pisse sur ce film, je pisse sur ses acteurs, je pisse sur la direction artistique et sur ce film qui se va être le renouveau du DC Comics Universe. Mais là, vous allez me sortir à l'appel, là, des films comme ça. Guillemot avec cette DA dégueulasse, bête et nulle, avec cet humour pitoyable. Mais écoutez-moi, mais les Marvel, au niveau de l'humour, c'est du Molière derrière. C'est des petits bonbons, quoi. Tout est nul dans le film, les bastons sont nuls, les méchants sont nuls, rien n'est développé. Lex Luthor qui est en roue libre totale. Un B2, B3, il annonce comme si t'appuyais sur des touches pour savoir ce que devait faire le méchant pour taper Superman. Mais c'est tellement gênant, j'ai cru crever devant ce film qui est en plus interminable. Tabassons-nous dans les commentaires si vous avez petit degré, aimez ce film, mais je vous méprise, vous êtes la fin du DC Universe, c'est vous en soutien à James Gunn qui a nous apporter 10 ans de DC pitoyable, et ne me faites pas le procès de c'était de la merde avant, mais là c'est encore pire, on a troqué du pipi pour du caca, on n'est pas sorti d'affaire, ce n'est pas du tout arrangé. Écoutez, il fallait que pour ces 10 ans de top et flop, je finisse avec un film. Je pense honnêtement que je le mettrais dans mon top 100 des films que je déteste le plus au monde. Je ne le regarderai jamais et j'hésite vraiment à aller me taper un vieux Supergirl quand je l'ai vu 5 secondes à l'écran et que je l'ai instantanément détesté alors que j'adore l'actrice Emilia Cox. Messieurs, dames, j'espère que vous n'êtes pas aussi avec moi, ça vous a quand même bien fait marrer. J'espère que j'ai réussi à transmettre ma haine pour le James Gunn Universe. Et je vous redis à très vite, enfin à l'année prochaine, pour un top et flop de l'année 2026. Je vous fais des gros bisous et dites-moi dans les commentaires pourquoi vous aussi vous détestez Superman. Bisous.